Bonjour à tous. Excusez-moi, et je vais faire passer les 2 feuilles sur lesquelles vous allez vous inscrire pour les ateliers. Ok, merci. Bonjour à tous. Alors, donc tout de suite, je vais expliquer d'où je parle à la suite de Didier Mulnet, effectivement. Je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas enseignante, je ne suis pas formatrice. Donc mon rôle, il est un petit peu un rôle d'animation, de pilotage et de coordination. Je travaille à la délégation au développement durable, au commissariat général au développement durable du ministère en charge de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Donc par essence, dans la transversalité. Et donc, la présentation que je vais vous faire, c'est une présentation qui vous explique un petit peu comment, dans le champ de l'inflexion des politiques publiques, pour aller justement vers cet incertain qu'on ne connaît pas, et pour s'inscrire dans les différents éléments que Didier Mulnet vous a présentés, de temporalité, d'espace de temps, ici, là-bas, aujourd'hui, demain, comment effectivement dans une entité de l'État, de service de l'État, transversale, très spécifique, on s'organise. Alors, voilà. Voilà le schéma un petit peu de la présentation que je vais vous faire. Comme le disait Didier, effectivement, vous allez voir que en fonction de ce qui vous a déjà été présenté ce matin dans les introductions, soit par Monsieur Jourdan, soit même par Madame la rectrice ou les coordonnateurs académiques, ou Didier, évidemment, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments. Ce sont ceux qui nous servent de fil conducteur, mais ils sont tout à fait, évidemment, comme vient de le dire Didier Mulnet, questionnables. En tout cas, on peut les questionner, on peut les critiquer, et ils sont effectivement, à un moment donné, considérés comme ceux qui nous servent de référence, mais ça évolue tout le temps. Donc, le commissariat général au développement durable, il est dirigé par le délégué interministériel au développement durable, qui est placé sous l'autorité du Premier ministre. Et le commissariat général a une mission d'impulsion pour accompagner et développer les démarches développement durable de tous les acteurs. En fait, ce commissariat général est une organisation apprenante. Qui est organisée en 4 pôles métiers complémentaires. La délégation au développement durable dans laquelle je me trouve est une structure particulière, transversale, stratégique. Elle a en charge en particulier l'élaboration de la stratégie nationale de développement durable, qui est issue d'un processus qu'on va voir juste après. Elle en assure l'élaboration. Elle en assure le pilotage, l'animation, le suivi, la mesure, le rendu compte. Et effectivement, une analyse de manière à réinterroger ce processus à intervalles réguliers. Associés, nous avons une direction de la recherche et de l'innovation qui, effectivement, par rapport à ce que disait Didier Mulnet tout à l'heure, est chargé d'aller sur des éléments notamment de prospective pour questionner l'avenir, les scénarios racontables dont il parlait tout à l'heure. C'est une très forte dimension chez nous. Nous travaillons à l'heure actuelle, il vient de sortir tout le travail qui a été mené pendant plusieurs années sur les villes post-carbone, les scénarios possibles de villes post-carbone, la transformation des modes de vie, les processus de type ville durable et tout un tas de modes de vie évolutifs, des schémas de transport différents. Donc un gros travail de prospective à la fois connecté avec l'international. Nous avons en notre sein le système qui permet de suivre, de faire le travail d'observatoire, de suivi, de reporting, de construction des indicateurs, de mesures
pour pouvoir savoir où on en est des trajectoires. Et enfin, nous avons le 4e pôle en pluridisciplinarité avec les 3 autres, qui est celui de l'analyse économique des effets, des impacts, et en même temps une organisation qui vise à faciliter, à favoriser l'intégration du développement durable dans les stratégies et les démarches de tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, à partir notamment d'un cadre de référence dont je vous ai parlé, qui est la stratégie nationale, j'y reviendrai. Alors là, je vais passer très rapidement parce qu'on vous en a parlé tout à l'heure. C'est juste pour voilà, un petit schéma qui montre un petit peu d'hier à aujourd'hui, le développement durable d'hier à aujourd'hui. Donc tout récemment, l'année dernière, 2012, le sommet mondial Rio +20, effectivement. Les aspects sociologiques, puisque dans l'organisation apprenante dont je vous parle, la délégation au développement durable à laquelle j'appartiens, nous avons des sociologues, nous avons des juristes, nous avons des économistes, nous avons des ingénieurs, des sciences de la vie et de la terre, de la physique, et nous avons un certain nombre de combinaisons. Et donc on observe aussi l'évolution de la prise de conscience des acteurs. Pourquoi j'évoque ça? Et puis je signale quand même un petit élément qui se trouve en bas du schéma, qui est la décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable, qui est un contexte international dans lequel on s'inscrit du point de vue de l'éducation, puisque ça a été présenté tout à l'heure. Alors, du point de vue du Commissariat général au développement durable, du point de vue de notre ministère et au niveau de l'interministériel, l'éducation et le développement durable ont des enjeux croisés. Pour ce qui est du développement durable, et je vous disais tout à l'heure, nous, en termes de fil conducteur, de référence, le développement durable, c'est une finalité, donc le devenir de l'humanité. L'homme, comme disait l'humain, comme disait Didier tout à l'heure, au regard des grands enjeux identifiés, mais identifiés au fur et à mesure, donc dans un cheminement. Mais c'est aussi une démarche d'amélioration continue par l'action. Et bon, je ne reviens pas du local au global, ce sont des éléments que vous avez déjà eus. Qui tient compte d'un ensemble de principes et de valeurs. Alors, évidemment, je prends la suite de Didier qui a questionné cette notion de principes et de valeurs selon l'endroit où on se trouve, au nord, au sud, selon la compréhension et la perception que l'on peut avoir de sa place au niveau mondial ou au niveau local. Et donc, pour une évolution à la fois des modes de penser, alors j'ai mis à l'infinitif, comme vous pouvez le remarquer, produire, consommer, s'organiser. Donc, et en ce qui concerne l'éducation, au niveau du ministère, l'éducation n'est pas perçue, ou en tout cas n'est pas envisagée au sens formel, comme au sein de l'éducation nationale ou dans les systèmes d'enseignement supérieur. L'éducation est envisagée dans une approche globale, là aussi dans une approche plutôt anglo-saxonne de l'éducation, où il y a inclus une diversité d'approches, et incluant l'éducation formelle, non formelle, informelle, avec différents champs d'intervention et différents apprenants, différents formateurs, différents temps de vie. C'est éducation, formation de tous tout au long de la vie. Et là, on retrouve ce qu'évoquait Didier Mulnet également tout à l'heure, ou Didier Jourdan, qui s'inscrivait dans une perspective internationale. L'éducation, dans notre appréciation, est un enjeu de développement durable à certains endroits, mais au nord comme au sud. L'accès à l'éducation, ou une éducation de qualité, ou une éducation inclusive, ce sont des enjeux de développement durable, pour aller vers un développement durable, mais aussi l'éducation et la formation, et ce que j'ai mis dans la parenthèse,
sont des éléments essentiels d'accompagnement, de mise en capacité de pouvoir progresser dans cette démarche d'amélioration continue que j'évoquais tout à l'heure. Et évidemment, j'ai repris les interfaces des 3 cercles dont parlait Didier, que nous conservons comme un élément de référence au niveau où nous nous trouvons d'animation, de facilitation, où notre travail est d'être ensemblier entre différentes approches de politique publique, différents acteurs de la société, composantes de la société, des acteurs publics, privés, locaux, collectivités, décideurs, citoyens, habitants, dans différentes postures de vie. Ce schéma est, de notre point de vue, un schéma toujours valide parce que nous pensons, et c'est très clair en ce moment, en plus c'est très perceptible, que nous n'avons pas atteint la masse critique de compréhension des évolutions qui sont nécessaires effectivement pour cette soutenabilité, cette viabilité et cette équité au niveau, que ce soit déjà au niveau national, européen, évidemment à une échelle supra, c'est encore plus compliqué. Les outils dont nous disposons ou dont nous sommes responsables, suite au sommet de Rio 1992, les États se sont engagés à mettre en place des stratégies nationales de développement durable. En réalité, c'est plutôt suite au sommet de Johannesburg en 2002 qu'il y a eu un réel mouvement d'un certain nombre de pays d'élaborer ces stratégies nationales. Il y avait eu des tentatives préalables en France, une première tentative en 1997 notamment. La réelle première stratégie nationale adoptée par le gouvernement est une stratégie qui a été élaborée en tout cas qui s'est déroulée entre 2003 et 2008. Donc juste après le sommet de Johannesburg, il y a eu l'adoption de la première stratégie nationale 2003-2008 de développement durable qui a fait l'objet d'une adoption par le gouvernement. On était bien dans une sphère de stratégie élaborée à un niveau gouvernemental, interministériel, mais qui n'a pas eu une diffusion et une appropriation très large, en tout cas des autres composantes de la société. Nous avons connu la période du Grenelle de l'environnement qui a eu lieu en 2007 et 2008 et qui a donné lieu effectivement à ce processus de gouvernance renouvelée avec les parties prenantes en ce qu'on a appelé la gouvernance à 5, avec les composantes de la société civile associative, acteurs économiques, acteurs syndicaux et autorités publiques, services de l'État, collectivités. Donc le Grenelle, sur lequel je ne reviendrai pas parce que ça alourdirait le propos, mais en tout cas qui a donné lieu effectivement à des processus législatifs très importants, 2 lois, une loi Grenelle 1, loi d'orientation et de programmation, et une loi Grenelle 2, de mise en œuvre législative et réglementaire extrêmement importante qui est encore en cours de mise en œuvre. Dont certains exemples font l'actualité de manière intense en ce moment. En parallèle de ce processus du Grenelle, l'exercice de renouvellement de la stratégie nationale de développement durable a été relancé avec un exercice qui a permis, donc dans un schéma de gouvernance un petit peu renouvelé, mais pas abouti, ce que je vous décris n'est pas évidemment un idéal, c'est un chemin d'apprentissage. Donc avec une meilleure concertation, a permis de s'inscrire déjà dans une cohérence avec une démarche initiée à l'échelle européenne,
qui s'était situé en termes de calendrier entre deux étapes concernant la stratégie française, et qui a permis effectivement de définir 9 défis clés pour une période de 2010 à 2013. Nous sommes en fin de ce processus. Nous sommes en 2013, donc la stratégie nationale 2010-2013 arrive en fin de période, à la fin de l'année, et donc nous sommes en réflexion sur le processus qui suivra. Donc là, vous remarquerez que, en ce qui concerne le champ de l'éducation, il figurait en défi 2. Donc quand j'ai dit tout à l'heure que l'éducation, du point de vue du développement durable, est perçue comme un enjeu, on l'exprime en termes de défis d'éducation et de formation, défis également pour la recherche et le développement. Juste une petite illustration. Voilà la répartition des choix stratégiques par rapport à ce qu'est une stratégie nationale. C'est la définition d'objectifs prioritaires, d'une trajectoire. Ce n'est pas un dogme, c'est évolutif, mais c'est accompagné d'indicateurs et qui permettent, au fur et à mesure des évolutions de contexte, de corriger la trajectoire. Mais comme le rappelait encore tout à l'heure Didier Mulnet, nous sommes toujours dans un contexte d'incertitude. Là, vous voyez apparaître effectivement une répartition. Alors, je ne suis pas certaine que ce soit bien lisible. Donc, vous avez en fait les choix stratégiques répartis selon qu'ils sont plutôt dans un champ de l'économie, c'est cette partie-là, plutôt dans un champ du social, qui est dans cette partie-là, plutôt dans un champ de l'environnemental, qui est cette partie-là, et ou alors qui sont éminemment transversaux, et ils sont dans cette partie-là. Donc vous pouvez observer par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure que l'effet de la crise qui a été très marquante à partir de l'année 2008 a joué un rôle important sur la définition des choix stratégiques qui sont apparus dans la stratégie nationale adoptée par le Comité interministériel de développement durable en juillet 2010. Parce que l'élaboration de cette stratégie nationale, en fait, puisque la précédente s'était terminée en 2008, a pris 18 mois. 18 mois parce qu'elle s'est passée dans un processus de concertation, justement. Et qu'au fur et à mesure, cette stratégie, elle a évolué en fonction de l'aggravation de la crise telle qu'elle pouvait être perçue par les différentes composantes de la société, et ayant associé des acteurs économiques, des acteurs syndicaux, les acteurs sociaux, et effectivement la sensation de la crise sociale qui se combinait à la crise écologique a produit ce que vous pouvez observer ici, c'est-à-dire effectivement des objectifs, une trajectoire plus marquée, avec des enjeux socio-économiques ou sociaux, d'inclusion sociale, de cohésion sociale, et notamment, par exemple, dans le défi de l'éducation et de la formation, des objectifs sur le décrochage scolaire, des objectifs sur un renforcement de la formation professionnelle initiale des jeunes, une évolution de la formation professionnelle, des alternatives aux formations scolaires, école de la deuxième chance. On a eu énormément d'éléments qui sont entrés dans la stratégie nationale de développement durable à ce moment-là sur ces items. Tout cela pour éclairer sur le fait que, effectivement, l'aspect que l'on évoque souvent, le développement durable, c'est principalement environnemental. À ce moment-là, on a eu un cliquet d'évolution, effectivement, qui a été aussi marqué dans cet exercice-là. Donc, des objectifs qui figurent, préserver des capacités de renouvellement, je ne vais pas les lire, vous les voyez, effectivement, essentiellement sur un aspect ressources, mais ressources pour effectivement
une vie viable. Je ne reviens pas sur les 3 adjectifs. En même temps, connaître. Pourquoi connaître? Parce que l'enjeu de la connaissance de ce qui n'est pas connu, que ce soit par exemple ce que disait Didier Mulnet tout à l'heure sur l'invisible, l'imprévisible, donc un accroissement de la recherche, des études, des investissements pour l'innovation, pour aller de l'avant, pour mieux maîtriser un certain nombre de processus, des débats sur les nanotechnologies par exemple, des recherches sur le biomimétisme qui sont menées par notre direction de la recherche et de l'innovation, de manière effectivement à aller de l'avant. Comprendre et participer, qui sont les éléments qui font référence à ces processus d'éducation et de formation et d'apprentissage, et puis s'organiser. Et vous retrouvez, on ne l'a pas construit en même temps, mais vous retrouvez quand même certains des éléments d'utopie qui ont été évoqués en fin d'exposé par Didier Mulnet, parce qu'en fait, cet exercice, je le précise bien, on est toujours dans l'incertain, dans l'inconnu, et donc vers des solutions et des modes de vie largement à inventer. Donc on se fixe des trajectoires, des objectifs, mais effectivement sans savoir si on va les atteindre et si ce seront bien les bons. Donc on est dans un schéma de mutation économique, technologique, sociale. Et cette stratégie identifie des axes prioritaires d'évolution en matière aussi d'éducation et de formation, et d'évolution aussi en matière de gouvernance. J'avance un petit peu. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Donc là, on arrive à une étape. Donc si vous avez quelques questions sur ce qui a précédé, je veux bien m'arrêter, m'interrompre. Oui. Est-ce que la gestion des risques, c'est gestion des risques dans sa globalité, ou c'est les risques chroniques? Est-ce que c'est les risques majeurs? Parce que sur les 9 défis, on ne voit pas apparaître les risques majeurs. Et tout à l'heure, pour faire écho aussi à ce que disait Didier, peut-être que les catastrophes majeures que l'on peut voir apparaître sont peut-être des événements qui peuvent replacer peut-être le citoyen dans une temporalité qui est un petit peu plus courte, et puis mettre vraiment la population devant une situation, un état de fait, où là, on n'aura pas à se projeter en disant peut-être que, peut-être aussi. Et voilà, donc moi ça m'étonne de ne pas voir apparaître parmi ces 9 défis. Alors sous la problématique risque, il y a un certain nombre de risques qui étaient identifiés. En fait, chacun des défis se décompose en un certain nombre de choix stratégiques portant sur des sous-enjeux, sous-enjeux voulant pas dire qui sont moins importants, mais en tout cas qui sont répartis justement sur ce champ des risques en particulier. Il y avait effectivement les risques technologiques, les risques naturels, et au sens aussi du changement climatique, par exemple, qui est considéré, ou des risques santé-environnement, qui sont effectivement des risques émergents, les nanotechnologies, un certain nombre de risques, de risques potentiels, effectivement, qui étaient sous-jacents et qui étaient évoqués dans cette partie-là. Oui, voilà. Donc vous allez vous engager dans un... Ah oui, pardon. Christian Duboc, je suis enseignant de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable au lycée Jean Monnet à Aurillac. Voilà, donc vous allez nous parler d'un nouveau plan, on va dire, d'éducation au développement durable. Mais avant ça, moi je m'interroge sur le bilan qui a été mené jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les conclusions du précédent en fait plan. Par exemple, moi je n'ai pas l'impression que mes élèves, en tout cas, soient plus sensibilisés au développement durable. Et pourtant, je pense que depuis la primaire, on a parlé de comment agir au sein de la société pour notamment économiser l'énergie. Moi, je passe mon temps dans mon lycée à éteindre les lumières. Voilà, par exemple. Alors, effectivement, il y a d'autres enseignants qui passent, ça ne les interpelle pas. Les chasses d'eau qui coulent, ça n'interpelle personne.
Moi, j'enseigne les sciences et technologies donc de l'industrie du développement durable, dans lequel on doit apprendre aux élèves à concevoir, alors là c'est une réponse technologique, effectivement au défi, concevoir un produit en fonction bien sûr d'un besoin d'un client, dans lequel on doit intégrer le cycle de vie du produit, jusqu'à son recyclage. Voilà, moi je constate aujourd'hui qu'il n'y a pas d'inspecteur de STI ici, et pourtant on est au cœur de cette réponse technologique, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Et ensuite, dans les CDI, effectivement, chaque année, il y a un petit exposé sur le développement durable. Mais ça se résume à des affiches ou des affichettes. Alors c'est intéressant, il faut commencer par ça. Mais à mon avis, là où on n'est pas bon, c'est effectivement dans l'action. Qu'est-ce qu'on fait réellement dans l'action? On attend toujours que ce soit les autres qui interviennent. Et la moindre valorisation, la moindre chose n'est pas valorisée. Alors moi, je m'interroge, y a-t-il un bilan qui a été fait sur l'ancien schéma à l'éducation, au développement durable? Merci. Alors, en ce qui concerne la stratégie globale qui vise à mettre en cohérence les différentes politiques publiques et à fixer un cadre de référence pour permettre aux autres acteurs qui composent la société de décliner justement en mode d'action, en mode d'organisation ou en choix prioritaire ou stratégique ce cadre de référence en fonction de leur spécificité et de leur stratégie propre. En ce qui concerne l'éducation, la formation, ce n'est pas à vous que je dirais que l'éducation, le temps de l'éducation n'est pas celui du politique. Donc, sur les pas de temps sur lesquels on se situe, en termes de bilan, la stratégie nationale de développement durable est assortie d'une obligation de rapport annuel au Parlement. Et elle est assortie surtout d'indicateurs. D'indicateurs qui permettent... Ah. Et ça s'appelle une intrusion. Non, c'est souvent les gens qui sont sur la terrasse là-bas et qui ne savent pas que s'ils ouvrent la porte de la terrasse, il y a celle de sécurité qui se met en route. Donc c'est une intrusion, on fait comme si de rien n'était, on attend que ça passe, 25 secondes. Alors j'ai prononcé un gros mot, j'ai dit indicateur, alors évidemment ça... Parce que effectivement on cherche, et vous avez raison, on cherche à quand même suivre, évaluer, mesurer ce qu'il est possible de mesurer. Alors d'abord dans une idée effectivement de voir si l'objectif qui nous est assigné d'inflexion, il est en cours. Puisqu'on est dans un incertain et qu'on est dans du long terme, évidemment, c'est pas, on n'atteint pas, mais on se fixe, c'est comme un marathon, on se fixe à certains moments des étapes à la fois de ravitaillement et aussi des étapes où on regarde un peu par-dessus son épaule pour savoir où on en est. Effectivement, pour ce qui est de la partie éducation, les deux rapports, là on en est au troisième, de rapport de mise en œuvre qui est en cours d'élaboration sur la stratégie nationale 2010-2013, en fait font état principalement d'un déploiement de projets, d'un déploiement d'intégration, par exemple, Madame de Neuville évoquait tout à l'heure, d'intégration dans les programmes d'enseignement, de démarches d'établissement, mais effectivement, on n'est pas dans une étape de quantification. On est plutôt à l'heure actuelle sur une observation de type qualitative et un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs où on a des indicateurs phares qui sont en quelque sorte ceux qui ont déjà été adoptés par l'Union européenne. Et on est à peu près dans la même configuration. Sur le champ de l'éducation et de la formation, pour la stratégie nationale 2010-2013, on évalue par exemple le nombre de décrocheurs scolaires, parce que ça c'est un indicateur européen dans le champ de l'éducation. On évalue le nombre de jeunes qui sont non qualifiés, et on évalue un certain nombre d'éléments qui sont de la formation professionnelle.
À l'heure actuelle, effectivement, c'est une vraie question qui est soulevée par les collègues des ministères en charge d'éducation et de formation. Et Didier Mulnet le sait bien, puisqu'il fait partie de ces chercheurs qui se posent ce genre de questions sur comment est-ce qu'on peut mesurer, comment est-ce qu'on peut rendre compte, effectivement. Alors, rendre compte d'apprentissage, vous savez mieux que moi et vous sauriez mieux en parler que moi. Effectivement, alors on en revient au sujet que Didier Mulnet n'a pas abordé, mais sur lequel nous, on a des observations, qui est celui des changements de comportement, des changements de pratique, parce qu'on ne s'intéresse pas dans le champ de l'éducation et de la formation qu'au champ de l'éducation formelle et des élèves à l'école ou des étudiants à l'université. On s'intéresse effectivement aux pratiques de consommation, aux pratiques de mobilité et à un certain nombre d'orientations de ce type-là, où là, effectivement, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont mesurables par rapport à certaines pratiques de consommation, mais ça ne répond pas à votre question sur la partie de l'éducation. Ça, j'en ai totalement conscience. J'ai l'impression que le développement durable, enfin en tout cas tout ce qui en implique, ne concerne que peu de gens, et notamment, j'ai envie de dire, pas les jeunes. Moi, j'ai pas plus d'élèves qui sont intéressés par le développement durable, parce que là, ils peuvent effectivement agir en tant que tels dans ma discipline. J'ai pas plus d'élèves qu'avant, bien au contraire, ça a même tendance à diminuer. Voilà. Alors, moi, je m'interroge si c'est pas contre-productif, justement. On a parlé de développement durable en permanence, d'économie d'énergie, et j'ai l'impression que, finalement, la jeunesse, entre guillemets, parce que c'est quand même notre avenir, s'en détourne. Voilà, et que cette question de développement durable doit concerner qu'une minorité. Moi, je m'interroge, enfin, c'est juste une anecdote, mais je m'interroge, je dois remplacer ma machine à laver. Je m'interroge si je vais acheter une machine à laver dans un grand distributeur, ou alors dans une association locale qui recycle les produits. Pourquoi on n'aurait pas obligé les grandes surfaces, notamment pour ne pas la nommer Casino, à intégrer 10% de leurs produits recyclés à la vente, même en occasion, par exemple. Moi, cette action-là m'intéresse, puisque sinon je vais me tourner vers une association qui fait un petit peu, enfin, Emmaüs, entre guillemets. Et on a l'impression que le développement durable, ça doit intégrer cette composante, je dirais, pauvre, quoi. Voilà. Je vais peut-être pas relancer le débat, mais effectivement, l'éducation au choix, l'éducation et la prise de responsabilité individuelle, collective, effectivement, l'éducation et la formation apportent les clés de compréhension pour être en capacité, comme vous, à un moment donné, de décider quel va être votre choix. Et les politiques publiques, elles ont plusieurs outils. Elles ont des outils législatifs, des outils réglementaires de contrainte. Vous avez quelques exemples très illustratifs en ce moment. Et puis, elles ont aussi tout un panel de politiques incitatives et d'engagement volontaire et d'initiatives citoyennes qui, en général, quand il y a une implication directe, sont quelquefois plus efficaces que la contrainte. Et donc, on a cet ensemble et la stratégie nationale n'est pas de portée contraignante. Elle est un guide, mais elle n'est pas de portée contraignante. Par contre, on a les lois de Grenelle qui sont, elles, de portée très contraignante. Donc, c'est un petit peu ces deux balanciers. Donc, j'avance de manière à ne pas monopoliser surtout qu'on a un collègue qui va nous suivre en visioconférence, donc il ne faut pas trop monopoliser le... Alors, pardon. Excusez-moi. Ah, ben du coup, je ne peux pas... Je ne sais plus reculer. Si tu peux m'aider. Je te fais parce que c'est... Oui. Pardon, merci. Tac, à l'ancienne. Encore, c'est bon Celui-là, oui. J'étais là. Voilà, c'est bon Oui, c'est bon. encore celui-là. Oui. Merci. Tac. Voilà. Alors, donc là... votre journée d'aujourd'hui, elle est placée sous le signe du sommet mondial Rio Plus 20. Et donc, effectivement, le sommet mondial Rio Plus 20, il s'est posé des questions sur
ces inflexions dont je parlais, y compris à l'échelle mondiale. La déclaration finale s'intitule « L'avenir que nous voulons ». Et il y a effectivement un certain nombre d'articles qui font référence à l'éducation au sens global. Je ne vais pas détailler parce que je sais que Jean-Christophe Carteron tout à l'heure en parlera. Donc je ne veux pas alourdir le propos et surtout empiéter sur son intervention. Mais j'attire votre attention sur le fait que cette politique éducative globale, il a bien été rappelé qu'elle concerne tous les citoyens. Qu'ils soient élèves, étudiants, etc. Et en parallèle, il y a un processus qui est en cours, qui est celui de l'agenda globalement post-2015. Pourquoi post-2015 ? Ça fait référence aux objectifs du millénaire qui avaient comme date d'échéance d'objectifs, justement, et pour pouvoir mesurer les avancées, l'année 2015. Parmi ceux-là, au niveau de l'éducation, il y a notamment l'éducation pour tous. En ce moment a lieu la conférence générale de l'UNESCO qui pilote le processus de l'éducation pour tous au niveau mondial. Et la semaine dernière, à la session de la commission éducation où je me trouvais, effectivement, la directrice générale de l'UNESCO, comme disait Madame Campion, a bien dit effectivement qu'on était loin du compte. Mais que finalement, donc cet agenda de l'éducation, il fallait qu'il soit ambitieux, qu'il soit effectivement plus large et surtout qu'il vise un certain nombre de choses beaucoup plus systémiques que le simple accès à l'éducation, parce que entre le moment où les objectifs du millénaire ont été élaborés et puis les évolutions de contexte actuelles, les paramètres changent, les enjeux changent, et donc il y a une nécessité de se reposer la question. Donc, un objectif primordial d'éducation, il y a une belle faute là, globale. Je continue. Donc, nous en sommes à cette étape, et donc nous-mêmes, au niveau national, nous sommes à une étape de s'interroger sur un nouveau processus, une nouvelle stratégie. Justement, comme le Didier Mullet tout à l'heure, de transition écologique, s'appuyant sur des conférences environnementales annuelles. Nous venons donc d'avoir la deuxième conférence environnementale en septembre 2013. Le contexte, je passe, qui nous impose donc un nouveau cycle et une nouvelle étape. Et les responsables font le choix de décider de s'orienter vers un nouveau modèle en opérant la transition écologique de l'économie et de la société. C'est un processus, transition comme son nom l'indique, mais vers un développement durable. C'est acter le fait que ça ne peut pas advenir tout de suite et qu'on est donc en transition. Donc cette nouvelle stratégie nationale, elle est envisagée pour la période 2014-2020. C'est le cadre pluriannuel maintenant pour les conférences environnementales qui, elles, sont annuelles. Donc nous avons eu la conférence environnementale en septembre 2012. Je précise qu'il y a par année une grande conférence sociale et une grande conférence environnementale, et qu'il y a des articulations entre les deux, puisqu'un certain nombre de sujets de la conférence sociale sont développés également dans la conférence environnementale, et par exemple des éléments qui ont été débattus dans la conférence environnementale cette année seront repris par la conférence sociale de 2014. Ces conférences annuelles donnent lieu à des feuilles de route qui engagent le gouvernement, qui sont traduites sous la forme de lettres de cadrage ministériel. Chacun des ministres reçoit du Premier ministre une lettre de cadrage qui lui assigne un certain nombre d'objectifs pour les années suivantes. Alors, ce n'est pas forcément à l'échelle d'une année, en termes, et notamment sur ce chantier de l'éducation et de la formation, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure.
Le rôle de l'État, c'est mettre en dynamique, ensemblier, garant, facilitateur, interface, passerelle, mettre en mouvement la société, et donc pour impulser et orienter les différents acteurs. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, inflexion devant être apportée aux politiques publiques, répondre aux grands défis environnementaux, et là je rejoins ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire en prévention ou en adaptation ou en atténuation ou en réparation. Mais aussi pour atténuer les impacts potentiellement négatifs de ces évolutions environnementales, c'est-à-dire un mouvement de balancier. On regarde les impacts on a un exemple flagrant, je ne le citerai pas, je pense que vous l'avez tous en tête. Donc, et effectivement, un enjeu qui s'est rajouté, transformer ces inflexions de politique publique en atouts et leviers pour la croissance et l'emploi. C'est un objectif. Les chantiers prioritaires fixés à la conférence environnementale de septembre 2012, vous retrouvez ces grands enjeux qui sont les grands enjeux structurants à l'échelle mondiale. La conférence environnementale de cette année, septembre 2013, est là, effectivement, un grand débat sur la question de l'économie circulaire, qu'a illustré par son utopie et par ses grands questionnements en schéma Didier tout à l'heure. Un autre grand enjeu qui est celui effectivement de l'emploi et de la formation dans un contexte justement de transition écologique, énergétique, économique. Des problématiques liées à la politique de l'eau en France, d'autres enjeux sur la biodiversité marine, mer et océan, et enfin une table ronde sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc je vais m'arrêter un petit peu juste sur celle-là, puisque je pense que vous savez peut-être qu'elle était présidée par Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, Valérie Fournéron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative, et Georges-Paul Angevin, ministre délégué à la réussite éducative, et également avec une participation de Geneviève Fiorasso, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a été à la fois sur la table ronde emploi, formation, transition écologique, et sur cette table ronde. 2 demi-journées de dialogue et de débat qui donc permettent de se projeter avec les membres du Conseil national pour la transition écologique, qui est l'instance de dialogue et de gouvernance des politiques environnementales et de développement durable au niveau national, qui est composé sur le même schéma que celui qui a été initié au moment du Grenelle. La différence entre le Conseil national de développement durable et du Grenelle, c'est que dans le Conseil national pour la transition écologique qui a été installé le 11 septembre dernier, il y a les parlementaires nationaux, sénateurs, députés, et les parlementaires européens, des représentants des parlementaires nationaux, sénateurs, députés et des parlementaires européens. Et cette table ronde a donc débouché sur 10 mesures qui engagent le gouvernement pour préparer l'avenir et accompagner les transitions. Et vous retrouvez effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure. Alors je précise, j'ai entendu tout à l'heure 10 000 projets d'écoles et d'établissements, c'est sur la mandature. Donc l'objectif cible est pour 2017. Et l'étape actuelle est évaluée, je vous parlais tout à l'heure, monsieur, de bilan et de quantifier, à 3500 démarches en cours, engagées, dans les différentes académies, mais aussi dans le champ de l'enseignement agricole, mais aussi dans des établissements de formation de type centre de formation d'apprentis, qui pour nous sont aussi des établissements et des structures qui ont des vocations d'éducation et de formation, et des communautés apprenantes
dont nous souhaitons qu'ils se mettent également en démarche de développement durable global. Donc voilà alors c'est un résumé, il me semble que ça a circulé, voilà, vous les avez sous les yeux, donc je ne vais pas faire plus long. Voilà, et donc je pointerai juste un petit élément sur la mesure qui porte le numéro 10, où vous voyez effectivement qu'il est fait mention d'une conférence des parties à la Convention climat qui sera accueillie en 2015 en France, à Paris, Le Bourget, dont l'avant-dernière, la conférence numéro 19, est à l'heure actuelle en cours à Varsovie en Pologne. La suivante aura lieu au Pérou, si je ne m'abuse, l'année prochaine. Et donc 2015, qui est la conférence qui doit permettre de renouveler l'engagement contraignant du protocole de Kyoto et de repartir sur un nouvel accord contraignant, ce qui a un enjeu énorme pour l'avenir, effectivement. Et par rapport à cette perspective et par rapport aux trajectoires tout à fait du début de mon propos sur ce schéma des étapes internationales et des marqueurs réguliers d'engagement, effectivement, l'accompagnement par un processus de formation, d'éducation pour donner les clés de compréhension, pour permettre effectivement d'agir et d'anticiper et de participer et de s'impliquer sont des éléments essentiels sur lesquels nous allons travailler en interministériel.